Bonjour Docteur Diao Baldé et merci de nous rejoindre. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vos millions d'auditrices et d'auditeurs. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Vous êtes... Je voudrais aussi vous féliciter pour tout ce que vous faites actuellement pour ce pays et la cohésion que vous développez et l'esprit de persévérance également aussi. Aujourd'hui, FIM n'est pas à présenter aussi en Guinée, en Afrique et dans le monde. Donc je tenais vraiment à vous féliciter et à vous encourager pour tout ce que vous faites. Tout Guinéen devait prendre référence à vous. Merci beaucoup. Vous êtes le président de l'Union pour la Guinée nouvelle et vice-président de l'ANAD. Vous allez nous aider à compléter cette présentation. Oui, donc moi c'est Diao Baldé. Je suis président du parti Union pour la Guinée nouvelle. Je me suis lancé en politique seulement en 2020. C'est tout à fait un nouveau parti. Et puis, je suis vice-président de l'ANAD. Donc, vous savez, l'ANAD, c'est une alliance qui a été créée en 2020 pour accompagner la candidature de M. Cellou Dalein Diallo. C'était une alliance électorale. Après les élections que nous avons gagnées, malheureusement, on nous a, si vous voulez, privés de notre victoire. Donc, on a transformé l'alliance électorale en alliance politique. Et donc, on a changé donc, nos objectifs. Et dans cette alliance, on a défini de nouveaux objectifs, on a défini des stratégies, et puis de moins pour que nous puissions permettre, pour que l'ANAD puisse gagner toutes les élections sur l'étendue du territoire national, que ce soit les élections locales, législatives et présidentielles. Donc, ça, c'est la nouvelle charte. Et suite à ça, donc, il y a eu la désignation de M. Cellou Dalein Diallo comme président de l'ANAD. Et aussi, moi personnellement, donc, je suis vice-président de l'ANAD. D'accord, ça c'est pour l'histoire. Talibé Barry. Oui, mais Dr Diao Baldé, c'est de la décentralisation du développement à la politique. Et pourquoi ce pas franchi vers la politique? Bon, il n'y a pas tellement de barrières entre un agent de développement et un agent politique dans les conditions normales. Peut-être c'est les moyens et les stratégies qui changent. Donc, effectivement, j'ai commencé par les projets de développement dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la décentralisation. J'ai coordonné beaucoup de projets et le dernier moment, j'étais directeur exécutif de la BID, la Banque islamique de développement pour la Guinée, le Cameroun, le Burkina, le Bénin, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Donc, j'ai fait tout mon parcours dans le développement et puis dans les consultations également. Le constat c'est que je dégage, c'est que quand même avec mon minimum d'expérience, je me suis dit que je peux mettre ça à la disposition de ma population pour apporter ma modeste contribution pour son développement. Et que aussi en constatant l'évolution sociopolitique de ce pays, constatant aussi les conditions de vie de cette population, que ce soit dans le secteur rural, que ce soit dans le secteur socio-économique, c'est-à-dire les infrastructures socio-économiques de base, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc en s'investissant en politique, certainement on peut apporter notre modeste contribution dans l'élaboration des politiques publiques qui peuvent directement impacter donc, la population à travers des programmes et projets, parce que déjà j'ai sérieusement travaillé dans des projets et programmes. Et puis malheureusement aussi la Guinée, pour améliorer les conditions de vie de nos populations, il faut des programmes et des projets. Et pour des programmes et des projets, il faut pouvoir élaborer de ces projets, donc des études de faisabilité pour mobiliser les ressources et les ressources mettre à la disposition de la population. Et ça, nous en manquons sérieusement. Donc, je veux apporter ma modeste contribution à travers donc, ma formation politique et aussi à travers cette alliance qu'on a constituée, qui est l'ANAD, qui voudrait éventuellement, si la population le veut bien, on le souhaite, mettre tout ça à la disposition de la population. D'accord. Est-ce que pour vous, comme pour beaucoup d'autres, la politique, c'est la conquête du pouvoir? Oui. Bon, quand on s'engage en politique, naturellement, c'est ça, c'est pour la conquête du pouvoir. D'accord. Pourquoi vous... oui, continuez. Mais de l'autre côté aussi, la conquête du pouvoir, c'est le vendre aussi des idées. Vendre des idées, sensibiliser la population pour la faire adhérer à des programmes qui puissent impacter la vie économique. Vous savez, l'acteur politique, normalement, c'est un acteur majeur de la vie d'une nation. C'est une référence, en réalité, en tant que tel. C'est-à-dire les politiciens doivent se considérer comme des références. En tant que tel, en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant que comportement. Mais en tant que aussi agent vecteur des valeurs, que ce soit des valeurs de respect du droit,
des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs également aussi d'investissement humain. Parce que si je me réfère à moi, je m'investis beaucoup, par exemple, au niveau de Télémélé, pas seulement lié aux activités politiques. Donc un leader politique, c'est pour moi, c'est pas celui-là tout juste pour la conquête du bien-être ou la conquête du pouvoir. Malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent en Guinée. Les gens viennent en politique pour certainement satisfaire des besoins personnels. Il faudrait qu'on essaie de faire changer cela. Et ça, c'est à travers des acteurs politiques qui croient, qui peuvent s'engager pour des valeurs. Je voulais savoir pourquoi vous pensez que cette conquête, cette lutte, pour vous, passerait par l'ANAD. Pourquoi vous n'avez pas tracé votre propre voie? Non, non, c'est-à-dire à l'intérieur... Je parle de vous, mais parle de votre parti. Non, à l'intérieur de l'ANAD, chaque parti est aussi indépendant. Il faut bien lire la charte. C'est une alliance politique, mais chaque parti est tout à fait indépendant. On se bat pour la conquête du pouvoir. Dans l'intérieur de l'ANAD, c'est clair et net dans la charte. Le parti hygiène veut être représenté sur l'ensemble du territoire national. On va participer aux élections locales, aux élections législatives et pourquoi pas même aux élections présidentielles. Mais on s'est dit à l'intérieur de la charte, on fera en sorte que qu'il y ait à chaque élection, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un consensus. Pour le candidat de l'Alliance, pour le candidat de l'ANAD, c'est cela? Pour un candidat de l'ANAD, effectivement, il y aura, de toute façon, on va s'entendre, il y aura un consensus sur un candidat. D'accord. Oui, Lincoln. Revenons un peu à l'actualité. Dans quelques jours, ça sera l'an 2 du CNRD au pouvoir. Des manifestations de résistance prévues. Les forces vives également ont prévu des manifestations. Et quel regard portez-vous cette transition? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que, selon vous, ne marche pas ou n'a pas encore marché, M. Baldé? Oui, merci beaucoup. Ben, je dirais que c'est très dommage. Nous avons perdu 2 ans. Si vous écoutez ou vous faites la rélecture du discours du 5 septembre, et vous faites l'évaluation actuellement, on dira qu'on a beaucoup perdu. Une transition, des activités d'une transition, en tout cas d'un programme d'un gouvernement de transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, pour nous, c'était quoi? C'est éventuellement revoir la Constitution, l'organe de gestion des élections, le code électoral, le fichier. Naturellement, il y a d'autres activités qui concernent la vie socio-économique de la population. Mais si on fait un bilan de toutes ces activités pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qui est réellement fait? Je pense que tout Guinéen conscient aujourd'hui peut répondre, c'est peu. Le résultat est très mitigé. Ça fait 2 ans. 2 ans, c'est 24 mois. Certains peuvent estimer que c'est peu. Mais beaucoup peuvent estimer aussi qu'on a perdu du temps. On aurait dû ensemble, avec le discours du 5 septembre, réunir tous les acteurs socio-politiques autour de la table de manière très franche, discuter du contenu de la transition. Donc si on en discutait de manière participative, on aurait dû s'accorder sur les activités à inclure dans la transition. De ces activités, on aurait donné un chronogramme, c'est-à-dire un deadline, un délai. De ces activités ensemble, on aurait défini un budget participatif qui concerne l'ensemble. On aurait dû évoluer. Mais vous vous souvenez qu'au niveau de l'ANAD, après 6 mois, on a considéré qu'on n'est pas dans la bonne direction. On a estimé que le dialogue n'était pas inclusif, il n'est pas participatif. Et pour nous, le dialogue là, il était indispensable parce que nous sommes dans une phase de transition. Dans une phase de transition, il n'y a pas la légalité. Ce qui prime, c'est le consensus. Et le consensus ne peut s'obtenir qu'à travers un dialogue. Nous avons estimé également aussi que la charte élaborée par le CNRD même, sans contestation, personnellement, j'avais contesté le lendemain de la proclamation de cette charte. Mais c'est la majorité. À l'ANAD, on a accompagné la charte. Dans l'article 77, il est dit clairement que le chronogramme et l'agenda de cette transition sont discutés de commun accord entre le CNRD et les forces vives de la Guinée. Ça a été violé. Au lieu de faire un dialogue, on a préféré faire de la concertation. Vous vous souvenez, il y a énormément des allers et retours dans ce processus. Nous, au départ, nous avons essentiellement répondu à l'appel du CNRD pour l'ouverture éventuelle de ce cadre de dialogue. Le premier rendez-vous, si vous vous souvenez, là, c'est Étienne et moi, nous avons participé au nom de l'ANAD. La Guinée même joué, ce jour-là, avait un match de football.
finalement, au lieu de parler d'un cadre de dialogue, de discussion. Non, c'était au palais, à l'hôtel Kaloum. C'était un match qu'on a suivi. Et on en a fait une fête, on a fait des photos. On a dit, ce n'est pas ce que nous attendions. Chacun pouvait rester dans son salon pour suivre le match, accompagner le Chili. Deuxièmement, on est venu en même temps aussi au niveau, toujours à l'hôtel Kaloum, au nom de l'ANAD. On a fait une préparation d'une note pour dire pour nous, voilà ce que nous réclamons comme cadre de dialogue et voilà le contenu de ce cadre de dialogue. On était presque les seuls, l'ANAD, qui est venu avec des propositions. On est venu, il y a plus de 150 et quelques interlocuteurs. On ne peut pas tenir un dialogue franc. On a dit que si c'est de tels cas qu'on considère comme cadre de dialogue, nous ne répondrons pas. Nous voulons un cadre structuré, avec des questionnements, un dialogue sur lequel on discute sur des points. S'il y a un consensus, il est acté. Si c'est un acte qui doit être pris par le ministère de l'Administration, on le prend. Si c'est quelque chose qui doit être remonté au niveau du CNT, donc là c'est réglementaire, on l'envoie là-bas, et puis l'acte est pris. Mais on a vu que c'est un cadre de concertation, ça a sorti des recommandations, nous n'avons pas participé. Les acteurs même qui ont participé aujourd'hui à ce cadre de concertation, unanimement aujourd'hui sont en train de contester le processus de mise en œuvre. Il n'est pas inclusif. Une transition nécessite logiquement. D'accord. Selon vous, beaucoup d'activités restent à exécuter, mais de votre constat, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement ou sinon par le CNRD? Ce que je peux apprécier, c'est la mise en œuvre de la CRIEF. Tout Guinéen a salué cela. Parce qu'en fait, nous sommes victimes de la malgouvernance. La malgouvernance financière, administrative et tout. Toutes les procédures administratives en Guinée sont violées. Aucun ne respecte les textes. La mise en œuvre, etc. Merci. Mais à la rigueur aussi, si on prend le secteur de l'éducation, les réformes qui étaient déjà engagées, moi je pense que c'est quelque chose qui est apprécié. L'accélération des projets qui étaient en cours, avec le régime du président Alpha Condé, notamment les plans d'infrastructure, parce qu'en fait, vous savez, il y avait un accord sur les 20 milliards avec la Chine. Oui. Naturellement, ce qui a manqué, et ça manque encore la Guinée, c'est la capacité de mobilisation, mais c'est la capacité de mise en œuvre. Vous vous souviendrez que, par exemple, il y avait eu le fonds d'Abu Dhabi, post-Ebola, de plus de 10 milliards de dollars. Vous vous souviendrez également qu'il y a eu le PNDS. Nous étions acteurs, parce que même au Globe de Paris, c'était les intentions de financement de plus de 21 millions de dollars. Vous avez les fonds chinois, justement, qu'on parle ici, c'est plus de 20 milliards et quelques. En tout, pour ces près de 10 ans, c'est près de 50 et quelques milliards. En 2020-2021, on n'avait pu mobiliser que 6 milliards. Moins de, à peu près 10% de capacité de mobilisation des annonces de financement. Et dans ces 6 milliards de dollars de financement, on n'a pu que décaisser 23 et quelques pourcents. Donc c'est quoi? La Guinée, on a un taux faible de capacité de mobilisation parce qu'on n'a pas mis en œuvre des études de faisabilité qui nous permettent d'accompagner. Parce que vous savez, quand il y a des annonces, c'est tout un processus. On n'a pas mis mettre en œuvre des équipes qui travaillent dans les sectoriels pour élaborer des projets. Et pour aller jusqu'à l'accord de financement de ces projets. Et l'argent que nous avons, on n'a pas la capacité de pouvoir le décaisser. 20 et quelques pourcents de capacité de décaissement, c'est extrêmement faible. Et ça impacte négativement la vie socio-économique de notre population. Donc pour moi, l'accélération de ces 20 milliards et quelques, en travers des infrastructures qui étaient déjà signées, qui étaient vraiment à l'état amorphe, parce qu'il y a eu des surfacturations, il y a eu des doubles emplois sur les infrastructures. Donc l'accélération de ce processus est à saluer par le CNRD. Naturellement, il faut voir maintenant la suite. Maintenant, c'est à eux maintenant de pouvoir élaborer, ou en tout cas mettre en œuvre les intentions de financement qu'on signe chaque jour. Mais j'avoue encore, ça, nous avons des problèmes. Il faudrait que les Guinéens soient conscients de cela. On ne peut pas engager le développement socio-économique d'un pays sans pour autant que mettre en place des études de faisabilité qui sont indispensables. Pour vous donner une idée, dans le PNDS, nous avions 400 et quelques projets identifiés par le sectoriel. On voulait aller à Paris avec ça. Il a fallu qu'on recrute un cabinet Rothschild pour qu'on puisse travailler ensemble pour avoir à peu près 10 projets, une dizaine de projets en phase de maturité. D'accord. On va vous poser certainement des questions sur la transition. Talib Baré, oui. Vous parliez... Une question qui n'est pas répondue.
L'autre point de ma question, c'est l'an 2 du CNRD, avec les manifestations des concerts prévus en Guinée, mais aussi d'autres manifestations prévues et contre tout ça, et le manque de dialogue, notamment les forces vives de Guinée qui appellent à une manifestation. Donc, manifestation contre manifestation. Non, c'est que si certains manifestent la réjouissance du bilan réalisé, c'est bien. Mais nous également aussi, nous manifestons par rapport à ce bilan, ce qui est fait, nous allons dénoncer ou en tout cas annoncer ce qui est fait, mais en même temps interpeller les gens pour ce qui n'est pas fait. Par rapport au discours du 5 septembre, par rapport à la charte, le respect de la charte de la transition, par rapport à la liberté individuelle, la liberté collective, par rapport aujourd'hui au niveau d'évolution des dossiers judiciaires, par rapport aujourd'hui à l'évolution du processus de la décentralisation. Ça peut se faire à travers des conférences de presse dans les émissions. Oui. C'est une question. Hein. Pourquoi une manifestation? Pourquoi une marche? Non, ça fera, il y aura tout un programme. Il y aura des conférences de presse. On va essayer d'animer dans les quartiers, dans nos sièges. Également aussi manifester à travers des pancartes pour alerter le CNRD. Attention, voilà ce que vous nous avez promis. C'est pour rappeler, les réinterpeller par rapport au discours du 5 septembre. Et ça, nous le ferons de manière très pacifique, avec une forte sensibilisation de nos populations. Si certains manifestent de bilan positif, il y a certains qui pensent que le bilan est mitigé. Il ne faudrait jamais contester ceux-là qui manifestent de manière positive, c'est-à-dire qui apprécient les actions. Nous voulons que des actions vraiment du fair play accompagnent toutes nos actions que nous devons faire le 5 septembre. Ouais, si les manifestations sont interdites, elles doivent l'être pour tout le monde. Emmanuel Milimono. J'ai envie de vous entendre aussi sur le chronogramme de la transition. Vous êtes convaincu aujourd'hui que peu de choses sont faites par rapport à ce qui était prévu. Est-ce que, quand vous regardez aujourd'hui le budget lui-même évalué à près de 600 millions de dollars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous dites on va s'embourber ou alors on va s'en sortir? On va s'embourber et on ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de cadre de dialogue. On aurait eu ce cadre de dialogue, on aurait défini les actions essentielles qui puissent nous permettre au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a plein d'activités dans le chronogramme. Naturellement, nous, on n'a pas passé parce que nous avons estimé que... Mais est-ce que vous le trouvez réaliste au regard des 10 points? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous prenez les deux activités, le RGPH 4, le RAVEC. Non, c'est les 10 étapes. Oui, mais qui n'est pas annexé, qui n'est pas arrimé à une autre activité de la transition. Mais on ne pouvait pas le mettre. Parce que c'est une manière de retarder. C'est une manière de retarder. Aujourd'hui, pour prendre une lettre, tout juste un arrêté, par exemple, pour mettre des structures dans le cadre de RGPH, ça peut prendre 3 mois. C'est une manière d'allonger la transition. Vous parlez avec les techniciens, c'est un retard. Le RGPH, c'est une activité régalienne du ministère du Plan à travers l'INS. C'est des standards internationaux. C'est une périodicité pour le moment de 10 ans. On l'a fait en 2012, 2014, c'est-à-dire on a démarré en 2012. C'est la cartographie, ce qu'ils appellent les ZD, les zones de démembrement. Les zones de démembrement, c'est l'ensemble des petits hameaux de villages pour une population de l'intervalle de 800 à 1500. On a estimé les démographes et tout, dans la période de 10 ans, il peut y avoir des variations. Au point de vue population, au point de vue évolution socio-économique. Donc il faut redéfinir, refaire la cartographie avec des nouvelles zones de démembrement. Ça, logiquement, c'est pourquoi ça prend presque 2 ans. L'enquête proprement dite, ça ne dépasse jamais les 45 jours. C'est le processus de préparation. Naturellement, aujourd'hui, on se réfère, quand les résultats sortent, on se réfère aux normes de la région, etc. Donc, ça nous permet, les résultats obtenus à partir de ces enquêtes, c'est tout juste quoi? C'est permettre de bâtir des politiques publiques desquelles vont découler des programmes de développement économique et social. C'est une activité qui est fortement accompagnée par le FINIAP, des Nations Unies, par la Banque mondiale, tous les bailleurs de fonds dans la sous-région. Ça démarre, et puis l'enquête, on a les résultats en 2000, on a fait en 2014, on a les résultats en 2024. C'est un processus qui n'est pas lié. Qu'il y ait la transition, qu'il n'y ait pas la transition,
Cette activité devait se dérouler. Oui. Quels sont les éléments qui s'interfèrent avec la transition? Parce que le recensement général de la population peut concerner des habitants qui n'habitent pas, qui ne sont pas des Guinéens. C'est tout résident, qu'il soit étranger. Un étranger ne vote pas. Deuxièmement, ce n'est pas en biométrie. C'est des informations, ce n'est pas tous les éléments de la famille. Parce que dans une famille, il peut y avoir 4 ou 5 ou 7 ou 8 recensés dans le ménage. Le seul lien qui peut exister entre le SGPH et l'élection, c'est au point de vue proportion au nombre de fichiers électoraux, la population électorale par rapport à la population globale. Il y a plus ou moins des normes. Sinon, il n'y a aucun lien parce qu'il n'y a pas de biométrie au niveau du recensement général de la population. Et en général, en 2014, on a essayé de coller ça plus ou moins aux élections. Vous savez ce qu'il y a eu comme cri au niveau des institutions, au niveau de la population, des acteurs politiques. Les bailleurs de fonds n'aiment pas qu'on associe le recensement général de la population et de l'habitat à une activité politique. Parce que ça peut dénaturer les données, parce que les gens peuvent ne pas aller participer activement au recensement et diront pourquoi. Vous pensez que ce RGPH aussi est politique? Non, du fait qu'on l'a intégré dans un programme de transition, qu'on en fait une condition pour le retour à l'aide constitutionnelle et on en fait une action politique. Ce qui n'est pas le cas. Si on revient maintenant au RAVEC, c'est un processus qui était en cours. Le processus d'identification. Vous vous souvenez du projet Wouri avec la Banque mondiale? C'est un programme sous-régional. On l'a retardé sciemment ici en Guinée. Pour deux raisons. Les gens ne veulent pas aller à la biométrie. Les gens ne voulaient pas aussi par rapport au recrutement du personnel, notamment le coordonnateur. Vous savez, les bailleurs de fonds sont très exigeants par rapport au recrutement du personnel. Ça fait des allers et retours avec la Banque mondiale pendant plus d'une année pour le recrutement du coordonnateur. Il faut bien vous... Mais c'était quoi le problème? Non, c'était en fait le coordonnateur que le gouvernement avait proposé ne répondait pas en fait. Le processus était biaisé et les bailleurs n'acceptaient pas. Il y a eu un ping-pong entre le gouvernement et la Banque mondiale pendant longtemps pour le recrutement C'est un programme qui existe dans les autres pays. Oui, la Guinée est un pays pilote, d'ailleurs avec un financement de 27 millions de dollars. Il s'agit de mettre en place cet identifiant unique. Non, le projet était en cours, c'est un projet de plus de 40 millions de dollars, le projet Wouri. Il était en Côte d'Ivoire, il était un peu partout en Sénégal, ils sont déjà avancés, ils sont en des phases. Et le programme d'identification de biométrie était accompagné par l'Union européenne. Il était accompagné aussi par l'AFD. Qu'il y ait transition, qu'il n'y ait pas transition, ce processus était en cours. Qu'est-ce qui était important? C'était de réunir l'ensemble de ces structures, savoir qu'est-ce qui est prévu au point de vue budget dans ces différents programmes, savoir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a l'interfaçage entre les données d'une enquête par rapport à l'autre pour que nous puissions avoir un fichier. Deuxième élément qu'il faut reconnaître, la Guinée, ce n'est pas sa première élection. Nous sortions d'une élection. 2020. Nous sortions d'une élection avec le professeur Alpha Condé. Il y a tout un mécanisme, il y a des outils. Contesté, il faut le dire. Oui, contesté. Oui. Mais l'outil technique est là. Tout dernièrement, si vous avez suivi, on a passé du matériel électoral à la Sierra Leone. Il fallait faire le diagnostic. Qu'est-ce que nous en disposons au point de vue matériel, au point de vue logiciel, au point de vue fichier? Si on avait fait en sorte qu'il y ait un dialogue participatif, inclusif, sérieux, à partir de là, on a dit voilà ce que nous en disposons, voilà ce qu'on n'en dispose pas. Et à partir de là, on établit voilà les activités qu'on peut pendant telle période et voilà tel budget. Et donc, le budget de 600 et quelques millions de dollars. Oui, avec ce budget et les 10 points, les 10 activités telles que présentées par le gouvernement, vous êtes convaincu qu'un glissement est inévitable? Et non. Pourquoi vous parlez, pour coller à votre question, directeur, pourquoi vous parlez de budget participatif? Le budget participatif, il est extrêmement important. Regardez partout. Si vous faites le plan de développement au niveau des communes, on a un budget participatif. Vous avez tous les conseillers qui participent à l'élaboration. Vous avez l'État, le gouvernement. Ils élaborent un programme national de développement. Il est participatif, c'est parce que c'est l'ensemble des secteurs, y compris les gens des socio-professionnels, les organisations fêtières et autres. De ce programme, on fait une programmation pluriannuelle. C'est participatif, c'est tous les acteurs. Le budget de l'État, c'est participatif, c'est l'ensemble, il est voté à l'Assemblée.
Alors, Maintenant, je reviens à votre question. Oui, allez-y. Pourquoi le budget participatif? Ici, c'est le ministère qui s'est mis dans un bureau pour élaborer ce budget. Et le donner directement aux acteurs. Vous avez vu les critiques qu'il y a eu autour de ce budget. Non par rapport même à ceux-là qui ont participé à ces concertations. Vous avez suivi M. Baour et beaucoup d'autres acteurs qui disent qu'aujourd'hui, on les a montré ce budget. Parce que si le budget était participatif, on a dit, est-ce que réellement cette activité est nécessaire? Qu'est-ce que nous disposons comme équipement? Parce que vous allez voir à l'intérieur, il y a les kits, par exemple, et tout qui sont encore réévalués. Et pourtant, nous disposons. Il y a des logiciels. Il y a le fichier qui était là au départ. Des gens formés également. On peut contester la CENI. Mais c'est une question de personne. Mais techniquement, les outils peuvent être là. Il s'agit tellement de remettre les gens en confiance, qu'il y ait la transparence si on veut bien faire. Donc c'est pourquoi on considère que le budget n'est pas participatif. En plus de ça, il faut se référer au standard de la sous-région. Dans la sous-région, il n'y a jamais un budget qui a dépassé les 200 et quelques millions d'euros. 200, 300. Nous sommes à 600 et quelques, près de 700 et quelques millions. C'est comme si on allait pour la première fois. Si on décortique ce budget même, on enlève le RAVEC, on enlève le LGPH, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est peu d'argent. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a besoin du courant, on a besoin de manger, on a besoin de l'eau et tout ce qui s'ensuit. Mais 50-60% du programme d'un gouvernement de transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la refondation, comme ils le disent, c'est la justice, c'est une réforme administrative réelle, c'est au niveau de la sécurité pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Donc il faut mettre tous les efforts sur le budget. Sur les élections. Oui, sur les élections, oui. Les élections, savoir ce que nous disposons au point de vue logistique, au point de vue... Aujourd'hui, quand vous regardez le budget, il faut exploiter toute la nouvelle technologie. Il y a la digitalisation. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de faire remonter tous ces BV avec tout la gendarmerie, les CACV. Est-ce que vous y voyez, je reviens sur la question, est-ce que vous y voyez un moyen de faire glisser le calendrier de la transition de quelques mois? Est-ce que c'est votre lecture? Non, pour nous, je dis que si on veut tenir vraiment les élections, on peut le tenir dans le délai. Mais je veux encore une fois alerter le CNRD. Le délai des 20-24 mois. Dans les 24 mois. Ils n'ont qu'à tout faire pour faire en sorte que ces élections se tiennent dans les 24 mois. On ne veut pas qu'il y ait des troubles, on ne veut pas qu'il y ait des perturbations, qu'ils essaient de respecter. C'est un engagement qu'ils ont pris. Ils essaient de le respecter. J'entends certains dire que non, la CEDEAO s'est engagée à mobiliser les ressources. Non. La CEDEAO ne peut pas s'engager. Elle peut s'engager peut-être du point de vue moral. Mais les recommandations, toutes les recommandations de la CEDEAO, est-ce qu'elles sont respectées? D'accord. Non. On va passer à autre chose, docteur Diao. Parler de dialogue. Oui, Basekou. Monsieur Baldé, beaucoup d'observateurs, d'acteurs de la société civile, des politiques ont réagi au décret qui a été pris par le président qui confie la nomination des conseillers de district et de quartier au gouverneur. Est-ce que pour vous aussi, c'est un décret de discorde et qu'il faut rapporter ce décret puisque déjà, il y a beaucoup de problèmes qu'il pose? Oui, tout ça, ça fait ressortir le manque de concertation. C'est de manière unilatérale, d'aller en solo et on est en phase de transition. Vous savez, il y a une loi, quelle que soit qu'on peut dire de cette loi, il fallait respecter également aussi la procédure. Ce qui a été défendu par le ministre MATD, c'est pas mal. Mais il fallait l'amener à la rigueur au CNT, au Conseil national de la transition, qu'il allait examiner pour en faire également aussi une loi. On est en phase de transition. Il y a le code électoral, il y a la constitution. Rien ne presse pour prendre un tel décret. Ce décret, pour moi, en tant qu'agent de développement, affaiblit la décentralisation. Quelles sont vos craintes? Oui, vous savez, en fait, au niveau de la décentralisation, et ça a été travaillé pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous étions très avancés en matière de décentralisation de la Guinée, par rapport à tous les pays de la sous-région. J'en connais parce que j'étais là comme acteur dans la préparation de la lettre de politique de la décentralisation. En tant qu'acteur, parce que j'étais coordonnateur du PACV.
En quoi ça peut affaiblir la décentralisation, Dr Diao? Non, les textes nous-mêmes, le code des collectivités. Vous savez, au niveau du district, le chaîonnement du processus de développement, vous avez les districts et les quartiers. C'est au niveau de ces districts qu'on élabore les plans de développement de district, les PDD. C'est là qu'on fait le diagnostic. Dans les districts, on élabore le plan de développement de district. Ce plan de développement de district est agrégé au niveau des communes pour en faire le plan de développement local. C'est les représentants du conseil de district qui viennent plaider et discuter pour la priorisation aussi des investissements et tout ce qu'il faut réaliser pour le plan de développement district. De ce plan de développement local, il extrait un PAI, un plan annuel d'investissement, qui est soutenu par des bailleurs, par l'État, mais également aussi par les ressources propres des collectivités, qui est mis en œuvre par le conseil communal, par le bureau exécutif du conseil communal. Et les procédures de passation de marché, les procédures d'élaboration de tout ce que je viens de dire, c'est dans un code. C'est dans le code des collectivités. Et ça, c'est bien défini le rôle. Maintenant, vous dénommez des présidents de quartier, des présidents de district, qui ne sont pas, par exemple, le maire est élu. Et dans les conditions normales, c'est l'ensemble qui constitue ce conseil qui met l'exécutif. Il y a certains qui sont élus, d'autres sont nommés. Quelle est la redevabilité entre les deux structures? Ça pose un problème. Ça pose un problème au niveau même de notre propre texte. Il fallait d'abord revoir intégralement les textes, à mon avis. Deuxième, un autre élément, le gouverneur. Parce que quand quelqu'un vous nomme, vous êtes redevable. Le gouverneur est très loin d'un district qui est à combien de kilomètres? Vous avez si vous prenez le cas de Télémélé, dans le cas de Dingirai, vous avez un district qui est situé dans Gagna-Kali là-bas. Quel est le lien que le président du district a, par exemple, par rapport à un gouverneur qui est à Farana? C'est une question aussi de redevabilité, c'est une question de fonctionnalité. Si je peux contester, si les gens contestent cette loi, il y avait moins d'associer tous les acteurs, d'en discuter, pour en faire en sorte que les élections se passent au niveau local. Parce qu'il y a eu des élections locales. Même aussi les... On va déployer les magistrats dans les quartiers, c'est l'argument que cela prendrait du temps désormais. C'est aux structures de quartier, les jeunes, les femmes, de choisir. Non. Ainsi de suite. Non, je conteste. Pourquoi? Voilà. Il y a un arrêté qui a été pris qui donnait des attributions à la préfecture. Au niveau de la préfecture, il y a un chargé des élections. Si vous suivez aujourd'hui les élections qui sont passées, pour la mise en place du Conseil national de la jeunesse, ce n'est pas des élections. Le CNG, ce n'est pas des élections. Il y a un magistrat? Non. On est en train de mettre en place les fêtières de la culture. Il y a un magistrat? Non. Si vous avez remarqué, c'est l'agent de l'administration, c'est les agents qui sont chargés des élections dans les préfectures, qui coordonnent, qui supervisent ces élections. C'est un argument qui ne tient pas. Parce que si maintenant c'est le maire, c'est le conseil communal, c'est eux-mêmes qui représentent, le maire prend un acte confinement, la décision des jeunes, des femmes et de tous les acteurs locaux pour dire que voilà le président du quartier. C'est ce qu'il fallait faire pour mobiliser davantage, pour rendre plus fonctionnel. On empiète la décentralisation. À mon avis, même aujourd'hui au niveau de la décentralisation, si vous avez constaté, depuis 2 ans, c'est peu. Toutes les actions qu'on est en train de... On était très avancés dans le cadre de la décentralisation. L'ANAFIC, les 15% affectés directement pour les collectivités. Allez dans les collectivités, il n'y a plus rien. C'est des micro-projets de confortation qu'on vous dit. Est-ce qu'il y a des renforcements des capacités des élus, des acteurs locaux? Non. Ça a commencé par le régime du professeur Fakonde, malheureusement. Parce que si vous vous souvenez, les sous-préfets avaient 4 millions par mois. Les préfets avaient 7 millions. Le gouverneur avait 9 millions dans l'investissement de l'ANAFIC. C'est un détournement. Parce qu'en fait, l'ANAFIC, c'est pour l'investissement. Et on avait affecté ça pour le fonctionnement. Voilà. On a renforcé la déconcentration au détriment de la décentralisation. Dr Diao Et le meilleur moyen d'associer le citoyen au développement, c'est la décentralisation. Merci, président de l'Union pour la Guinée nouvelle et vice-président de l'ANAD. Notre invité, Emmanuel Lamilmono. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'argument évidemment du MATD qui estime que, qui explique que ce n'est pas au gouverneur
qu'il reviendra le rôle de choisir les représentants, parce que dans le processus qu'il a expliqué hier, c'est que les associations de femmes, de jeunes et des sages, chacun va choisir des représentants et une liste va ensuite être communiquée. Le gouverneur n'aura pour rôle que de confirmer cette liste. Est-ce que le processus vous semble finalement participatif si c'est par exemple aux jeunes de dire voici notre représentant pour le quartier et les femmes disent voici nos représentantes, les sages disent voici nos représentants, le gouverneur ne peut pas changer, il va juste confirmer cela. Est-ce que c'est participatif? Non, c'est pas... Écoutez... C'est le processus tel qu'il l'a dit. Non, pour moi non. Écoutez, il y a le conseil communal, il y a le maire. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble. La confirmation de cela, c'est la population, elle est là. Ils vivent ensemble. Si effectivement au niveau des jeunes, ils ont désigné des personnes, les femmes, etc. Il y a le conseil communal, ils se réunissent en plénière, en assemblée. C'est la confirmation, c'est toujours une décision du maire qui confirme un président de quartier. Vous savez, ce qui dérange le plus, c'est le fait de dire que ce sont les gouverneurs qui nomment justement ces conseils de quartier. Parce que le processus décrit hier par le ministre de l'Administration du territoire, comme Emmanuel l'a dit, revêt un caractère électif puisque les jeunes élisent leurs représentants, les femmes, les sages, et ensuite une liste est transmise aux autorités préfectorales qui envoient cette liste au gouverneur pour justement signature. C'est trop loin, c'est simple. Ça n'a qu'à se faire au niveau des mairies, au niveau des communes. Les représentants sont là, sur place. Il peut envoyer une liste là qui n'est pas approuvée après. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pensez que quelqu'un va se déplacer, payer le transport d'un district de Diatifere pour aller jusqu'à Farana, pour réclamer? C'est créer des problèmes à l'interne. Voyez ici les délégations communales, comment ça se passe? C'est contesté un peu partout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas participatif. Ce n'est pas inclusif. Le caractère inclusif et participatif doit être fondamental. Voilà. C'est ça qu'il faut appeler. Et pour Maurice Condé, c'est aussi un aspect qui me semble important pour lui. Le seul problème aujourd'hui lié à cette question des chefs de quartier et des districts, c'est l'enjeu politique que cela représente, parce que pour les acteurs politiques, l'élection se joue dans les quartiers et que finalement c'est cet appétit d'avoir une main sur les quartiers et les districts qui fait que le processus est contesté. C'est qu'ils veulent mettre main eux-mêmes sur les quartiers et les districts, c'est pourquoi. Et en fait, on veut militariser. Les préfets, c'est des militaires. Les gouverneurs, c'est des militaires. Tous les sous-préfets, c'est des militaires. On veut avoir les quartiers et les districts dans le but de gérer les élections. C'est tout. C'est tout le processus. Sinon, on prive de ces conseils de quartier et de district au profit quoi? D'un agenda du CNRD? Du CNRD, parce que le CNRD n'est pas candidat. Il n'a pas de candidat jusqu'à preuve du contraire. On le souhaite vivement. On souhaite qu'il n'ait pas de candidat. Qu'il ne se présente pas, qu'il soutienne personne, qu'il laisse les gens élire leurs responsables. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est penser qu'on peut imposer à la Guinée un candidat qui n'est pas de consensus, qui n'est pas élu de manière populaire. Ce que je dis encore une fois, rien n'est tard. C'est un processus qui peut se régler au niveau local. Les responsables des jeunes, ils savent, ce n'est pas une question de politique. Tu peux être un acteur politique, mais si tu es très efficace dans ton district, tu es jeune, pourquoi ne pas être élu? Ça n'a pas une étiquette politique. C'est les femmes, etc. Le plus important, c'est d'être actif. Tu peux être de la société civile. Tu es très bien dans ton quartier. Tu es là. Le consensus dégage sur toi. C'est sur place. Le nom est mis. On le met. On l'acte. Regardez pour la désignation de CNT. Comment ça s'est passé? On a donné les fêtières un nombre. Il y a eu des désignations au niveau des fêtières. La liste qui est sortie, c'est contraire à la désignation des fêtières même. Ça, c'est au niveau du CNT, c'est au niveau central. Qu'est-ce que vous dites au niveau des quartiers, des districts? C'est encore pire. Moi, je pense, il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas de problème. C'est créer des problèmes au niveau des districts où il n'y a pas encore de problème. Les gens vivent paisiblement. Ils n'ont qu'à désigner les structures fêtières, les structures de jeunesse, des femmes et tout ça, le faire et que ça soit validé sur la base populaire, consensus. Sur place, on sait qui représente, quels sont les membres du président du quartier, quels sont les membres au moins à ce niveau. Alors, il dit que le décret ne sera pas rapporté et que cette décision va être appliquée. D'ailleurs, il a même un décret, un arrêté d'application qui est pris
Donc pour lui, il n'écoute personne, ça va être appliqué sur le terrain. Et qu'en dites-vous? Non, c'est ce qui est passé jusque maintenant, malheureusement. Depuis le début de la transition, c'est ce qui a prévalu, malheureusement. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu de consensus, le fait qu'il n'y a pas eu de dialogue. À chaque fois, on est allé de faire des actions. Vous avez vu aujourd'hui les dénonciations de ceux-là qui étaient dans ce cadre de concertation. Parce que tout se discute à l'intérieur, on les appelle, on les fait un compte rendu. Quel Moi, dialogue vous réclamez que vous parlez de dialogue. Quel type de dialogue vous réclamez, vous demandez au CNRD et au gouvernement? Non, c'est le dialogue qu'on a demandé tous le dialogue entre le CNRD et les forces vives, sous la médiation de la CEDEAO. Ou à la rigueur, si c'est la médiation de la CEDEAO, mais c'est la médiation des facilitateurs reconnus et acceptés. Mais nous, on a recusé. On vous entend également dire que vous ne voulez pas dialoguer avec les autres partis qui sont déjà dans le cadre du dialogue avec le gouvernement. Non, vous savez pourquoi? Il faut structurer. Tout cela, on peut dialoguer justement avec eux, mais ils sont dans un camp bien distinct. Ils sont là. Tous ceux qui accompagnent le CNRD disent que c'est bon, que ce soit les forces sociales, les forces politiques, avec le CNRD. Mais on a vu la récente sortie de Baouri qui s'est posé des questions sur le fonctionnement un peu de la transition et puis de tout ce qui a été fait. Vous-même, vous l'avez relevé tout à l'heure. Baouri n'est pas quelqu'un qui fait dans le suivisme. Et vous l'avez compris. Oui, il conteste ce qui est déjà fait jusque maintenant. Parce qu'en fait, c'est pas inclusif. Ils ne participent pas. On les fait adopter des résolutions. C'est ça l'inconvénient d'une concertation par rapport au dialogue. Le dialogue, vous discutez d'une question donnée, vous êtes d'accord, vous actez. Vous ne sortez pas de la réunion sans que ça soit acté. Vous êtes entendu sur ça. Il y a eu des recommandations, 40 et quelques recommandations. C'est une concertation. Ils ont été piégés à mon avis. Mais c'est pas mauvais c'est pas bien pour le pays. Acceptons qu'il y ait le consensus. Merci. C'est pas seulement de prendre des actes, dire que ça ne sera jamais révoqué. Merci beaucoup à vous, Dr Diao Baldé, président de l'Union pour la Guinée Nouvelle et vice-président de l'ANAD. C'est votre première dans Mirador. Un grand merci d'avoir répondu à toutes les questions des chroniqueurs. Merci à Ibrahima Baben Diallo, Ibrahima Silla pour la réalisation. Demain, vous retrouverez Mamadou Ouri Diallo. Merci. Fine FM.